Ok. Donc, voilà, pour revenir à ce sujet du cerveau et de l'esprit, donc il est évident qu'il y a un lien très étroit entre le cerveau et l'esprit, de la même manière qu'il y a aussi un lien étroit entre le corps et l'esprit. Mais l'esprit n'est pas le corps et ils n'ont pas la même continuité, hein, d'après le bouddhisme. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, ou demain. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette continuité mentale, hein. Donc le cerveau donc, est, si vous voulez, la condition majeure pour que l'esprit puisse fonctionner. S'il n'y a pas de cerveau, est-ce qu'il peut y avoir un esprit? Ça paraît difficile. Hein? Complètement? Ah bah, je ne sais pas. Ça se paraît difficile quand même. S'il n'y a pas de cerveau, qu'il y a un esprit, euh, il a non, il y en a un qui est matériel, donc sans ce support matériel qui est actif quand même. Voilà. C'est un peu comme le logiciel, oui, c'est ça. Hein, il n'y a pas le disque, enfin le disque, comment dire, tout le mécanisme de l'ordinateur, le logiciel ne peut pas fonctionner. Donc le cerveau est la condition majeure pour que l'esprit puisse fonctionner, mais ce n'est pas l'esprit, hein, ça c'est sûr. Ok. Donc c'est pas quelque chose de substantiel qui puisse être observable, hein, disons comme le cerveau. Dans le bouddhisme, on dit que l'esprit, en fait, c'est le créateur. C'est le créateur de tout ce qui existe, de tout ce qui nous entoure. C'est le créateur du monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel on vit, en fait, est créé par notre esprit. Voilà. Donc ça c'est une question philosophique, hein, jusqu'où on peut dire ça. Le créateur de tout ce que nous percevons, de tout ce que nous interprétons, de tout ce que nous inventons, fabriquons, concevons, et donc de tout notre bonheur et de tous nos problèmes. Et c'est pour ça que le bouddhisme va s'intéresser énormément à l'esprit, puisque c'est l'esprit qui crée notre monde, qui crée notre souffrance et qui crée notre bonheur, en fait. Hein. Toutes nos expériences de souffrance et de bonheur viennent de l'esprit. Elles ne viennent pas d'ailleurs. Hein. Elles ne viennent jamais la cause fondamentale n'est jamais dans le bouddhisme le phénomène extérieur. Le phénomène extérieur est un déclencheur, peut-être, ou un événement qui peut amener une certaine réaction. Mais en fait, le bonheur et la souffrance sont des expériences mentales qui ont lieu dans notre esprit uniquement, et uniquement dans notre esprit. Donc, ça amène une espèce de responsabilité, en fait, par rapport à l'esprit. Si on veut du bonheur, eh ben, c'est dans l'esprit qu'il faut le créer. Et le principe essentiel là-dedans, c'est la causalité. Pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir un résultat, il nous faut en créer la cause. Si nous n'en créons pas la cause, le résultat n'intervient pas. Donc, une expérience de bonheur dans l'esprit, un bonheur mental, hein, bien sûr, un bonheur de sensation, puisque c'est ce qu'on recherche fondamentalement en tant qu'être humain et en tant que n'importe quelle espèce, créature, c'est de trouver, d'être heureux, d'avoir le maximum de bonheur possible, mais on voit que ce bonheur n'est pas... alors, souvent, il intervient, on a l'impression qu'il intervient. Voilà, c'est un résultat comme ça qui est là de temps en temps. On est heureux, de temps en temps on n'est pas heureux. Voilà, ce sont des événements qui apparaissent comme ça. Et on a l'impression que tout se passe sans qu'on ait le contrôle de quoi que ce soit. Et ça, dans le bouddhisme, c'est inadmissible quelque part. Il faut que l'on devienne maître de notre esprit. C'est un peu le propos, hein, du bouddhisme, de ne plus être contrôlé par nos états mentaux, mais devenir le maître de nos états mentaux. Et Lama Yeshe a de nombreuses citations dans les textes que je vous ai donnés. Faites de votre esprit un océan, en parle. Voilà, c'est le sujet un peu fondamental. Il dit que vous soyez religieux ou matérialiste, que vous soyez croyant ou athée, il est crucial de comprendre le fonctionnement de votre esprit. Sinon,
vous continuerez à penser que vous êtes en bonne santé, alors qu'en réalité, la racine profonde de votre souffrance, c'est-à-dire vos émotions conflictuelles, la cause véritable de tous vos problèmes psychologiques se trouve en vous et s'y développe si vous ne faites rien, si on ne se soigne pas, autrement dit. Donc c'est le propos, hein, toujours le propos du bouddhisme, de prendre le contrôle de son esprit et en comprenant comment fonctionne l'esprit. Donc c'est essentiellement, donc, d'après cette définition que l'on a vue, mais aussi par son fonctionnement, comment on va être capable d'amener un changement à l'intérieur pour que, au lieu que les expériences de bonheur ou de souffrance apparaissent comme ça, complètement, d'une manière complètement, on a l'impression, arbitraire, on les crée, disons, de l'intérieur, et on soit capable, en prenant le contrôle de son esprit, d'amener le plus d'expériences possibles de bonheur. Donc le propos du bouddhisme, c'est pas de partir dans des états forcément absolument incroyables de méditation extrêmement profonde, où il se passe des choses et tout. Tout simplement, c'est d'être heureux. Le bouddhisme ne vise qu'une chose, c'est à ce que nous soyons heureux. Et si on n'est pas heureux, si on est bouddhiste et qu'on n'est pas heureux, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est passé à côté du truc, c'est qu'on n'a pas compris. Et que c'est finalement ça qui importe essentiellement. C'est pas autre chose. Et ultimement, bien sûr, ou encore mieux que ça, c'est pas que nous soyons heureux simplement en tant qu'individus, mais que ce bonheur puisse amener aussi d'autres personnes et toute l'humanité au bonheur aussi, hein, en trouvant justement ou en mettant en application les méthodes qui permettent d'amener le plus de bonheur dans notre vie. C'est ça que Lama Yeshe veut dire quand il parle de maîtriser l'esprit. Ça ne veut pas dire devenir un grand maître de l'esprit et de manipuler, de faire plein de choses très bizarres, passer à travers les murs, faire des voyages astraux ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça le problème. C'est juste d'être heureux. Donc c'est très terre à terre en fait. C'est quelque chose de très terre à terre. Et pour ça, le bouddhisme va donner, il y a immensément de méthodes qui sont possibles. Et toutes les méthodes, toutes les techniques de méditation ne visent que ça, à nous rendre heureux, uniquement. C'est pas autre chose que ça. Et à nous rendre heureux, justement, en voyant comment notre esprit fonctionne. C'est pour ça que Lama Yeshe insiste beaucoup sur le fait d'explorer constamment dans quel état est notre esprit, comment nous nous sentons et d'où vient le problème, si nous sommes malheureux, si nous ressentons telle ou telle chose, tel état d'esprit négatif, pourquoi, d'où ça vient, quel a été notre jugement, quelle a été notre interprétation, est-ce qu'on peut corriger ça, est-ce qu'on peut le transformer? C'est ça, devenir son propre thérapeute, hein, comme il dit dans ce livre. Hein. C'est pas d'aller voir quelqu'un d'autre, c'est simplement de prendre la mesure et de prendre le contrôle de son esprit en l'examinant. Et c'est ce qu'il dit dans la citation que je vais vous lire. Examinez votre esprit. Si vous n'examinez pas votre esprit avec une sagesse ou une introspection, vous ne verrez jamais ce qui s'y trouve. Sans examen approfondi, vous pourrez toujours parler de votre esprit, de vos émotions, de ceci, de cela, de vos états d'esprit. Vous n'arriverez jamais à comprendre que votre émotion fondamentale, c'est l'égocentrisme. C'est-à-dire croire à l'existence d'un ego et de bâtir tout son monde, finalement, sur un ego qui est surdimensionné, j'allais dire, mais qui n'existe pas, hein, qui est créé de toutes pièces. Et ça, dans le bouddhisme, c'est la source, hein, c'est ce qu'on va appeler l'ignorance, par exemple, de croire à l'existence propre, l'existence substantielle, l'existence véritable d'un ego pour lequel on fait tout, et en fait, qui n'est qu'une chimère, quoi, en quelque sorte. Et donc, continue la citation, votre émotion fondamentale, c'est cet égocentrisme, donc cette adhésion, cette croyance à un ego, et c'est de là que viennent tous vos problèmes et toute votre agitation mentale. Donc, pour devenir votre propre psychologue ou votre propre thérapeute, il n'est pas nécessaire, dit-il, d'apprendre quelques philosophies bouddhistes magistrales. Il vous suffit chaque jour d'observer attentivement votre esprit. Vous examinez tous les jours, quotidiennement, des choses matérielles. Chaque matin, vous vérifiez la nourriture qu'il y a dans votre cuisine ou dans votre assiette. Mais jamais vous n'examinez votre esprit.
inspecter votre esprit est bien plus important. Voilà. Euh, voilà, je continue parce qu'il y a encore un aspect qui est intéressant. Il dit, tout d'abord, dans le bouddhisme, on ne prend pas un intérêt particulier à parler du Bouddha lui-même, le Bouddha en tant que tel. Et lui non plus, ça ne l'intéressait pas que les gens croient en lui. Donc, le bouddhisme n'a jamais encouragé ses disciples à simplement croire au Bouddha. Hein. Notre intérêt a toujours porté davantage sur la compréhension de la psychologie humaine, de la nature de l'esprit. Ainsi, les pratiquants bouddhistes essaient-ils toujours de comprendre leurs propres attitudes mentales, leurs concepts, leurs perceptions et leur conscience. Ce sont là des choses qui ont vraiment de l'importance. Voilà. On va faire une petite méditation juste à partir de ces paroles-là, et je voudrais faire juste vous faire un petit examen, au sens pas scolaire, hein. N'ayez pas peur. Juste, donc prenez une minute ou deux pour vous reconcentrer, pour vous concentrer sur la respiration, pour avoir une perception un peu plus profonde des choses. Donc, prenez la posture de méditation et observez votre souffle. Prenez bien conscience de l'inspire et de l'expire, des mouvements. Donc, essayez de bien ressentir quelle différence il y a entre votre corps physique qui est là, posé sur le coussin ou sur la chaise, assis, et votre esprit, qui est immatériel, qui n'est pas localisable, qui n'est pas à un endroit précis, donc qui est un peu comme l'espace, qui englobe tout. Donc essayez de bien ressentir les deux, donc à la fois ce corps physique, ces sensations physiques d'un corps plus ou moins lourd, plus ou moins compact, avec toutes ces sensations, et un esprit qui est beaucoup plus spacieux, beaucoup plus léger, et qui a cet aspect justement de clarté, de luminosité, d'espace, si vous voulez. Essayez de ressentir donc ces deux choses, soit l'une après l'autre, soit en même temps, l'aspect physique et l'aspect conscience.
Oui, puisque vous avez les yeux ouverts ou mi-clos, vous pouvez voir, vous pouvez distinguer quelque chose qui est en face de vous, quel que soit cet objet, la table, je ne sais pas, ou un livre ou autre. Regardez cet objet qui est en face de vous. L'objet que vous percevez, ça peut être quelqu'un aussi, une personne. Et regardez où se trouve la perception de cette chose, de cette personne, et la conscience que vous en avez. Donc, où est la conscience de cet objet? Est-ce qu'elle est dans l'objet qui vous appelle, qui vous éclaire? Est-ce qu'elle est dans votre esprit? Est-ce qu'elle est dans votre œil? Dans le cerveau? Donc cet objet que vous voyez en face de vous, il vous apparaît clairement, distinctement. Mais où est cette conscience de l'objet? Cet esprit qui perçoit l'objet? Cette perception de l'objet? C'est de la localiser. Comment est-ce que cet objet existe? Est-ce qu'il existe déjà? Ok, maintenant, essayez, vous pouvez fermer les yeux et penser à la manière dont vous vous percevez vous-même. Comment est-ce que vous vous percevez? Et qu'est-ce que c'est qui perçoit? Qu'est-ce que c'est qui perçoit qui? Qui perçoit quoi? Sur quoi est-ce que vous mettez cette étiquette? Moi, je, mien. Quel en est le référent? Et ce référent, où est-il? Il semble être dans l'esprit, mais où ça dans l'esprit? Dans quelle partie de l'esprit? Dans les consciences grossières, dans les consciences subtiles, dans les consciences sensorielles, dans la conscience mentale? Et cette conscience mentale, si c'est ça,
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De quoi est-elle faite? Est-ce que ce sont des pensées? Est-ce que ce sont des émotions, des souvenirs, des images, des représentations? Où est le je là-dedans? Où est le moi? Où est cette conscience du je ou du moi? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Comment est-ce que je me sens? Où est ce je qui ressent? Comment est-ce que je me sentais tout à l'heure au moment où je mangeais à table, pendant le repas? Comment était mon esprit? Dans quel état d'esprit est-ce que j'étais? Essayez de revivre cet état, de vous en rappeler. Comment était votre esprit tout à l'heure à 13 heures? Et regardez comment il est maintenant. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a le même je, le même moi? Ou est-ce qu'il y a des choses différentes? Observez, examinez. Essayez alors de ressentir cette continuité de conscience, cette continuité mentale qu'il y a entre le moment présent et des moments antérieurs. Essayez de remonter un peu dans le temps, comme ça, en observant, en examinant votre esprit. L'esprit du moment, l'esprit d'il y a 5 minutes avant, d'une heure avant, de 2 heures avant, de ce matin quand vous vous êtes levé. Regardez tous ces instants de conscience. Qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça? Et je pensais qu'à chaque instant, il y a cette clarté, cette connaissance qui ont lieu. À chaque instant de conscience. Et là, vous pouvez remonter très 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 loin, jusqu'à l'enfance. Essayez de vous rappeler comment vous étiez quand vous étiez plus jeune, adolescent, enfant.
Regardez cette continuité d'événements mentaux auxquels vous vous identifiez. Et à quel moment est-ce que votre esprit est apparu alors? Est-ce qu'il est apparu au moment de la naissance? Au moment de la procréation? Comment il est? Quelle est la source? Comment est-il apparu? Comment est-il né? Est-ce qu'il est né d'ailleurs? Est-ce qu'il n'existait pas déjà avant? Dans une vie antérieure? C'est d'observer toutes les possibilités. Est-ce qu'il a été créé ou est-ce qu'il était déjà là? Et là, vous ressentez que chaque instant de conscience a une cause qui le précède et que cette cause est identique, complètement identique à son effet. Donc pour qu'un état d'esprit ait lieu, il faut qu'il y ait une cause similaire, antérieure, qui lui ait donné naissance. Et comme ça, on peut aller très 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 loin dans cette continuité. Donc essayez de ressentir que ce jeu, en fait, est de la continuité de tous ces états de conscience et rien de plus. Donc là, vous touchez à un aspect de l'esprit qui est très important, très intéressant, c'est cette continuité mentale. Qui va continuer tout à l'heure quand vous allez quitter l'Institut, ou si vous restez, ou si vous allez faire autre chose. Il y aura encore cette continuité mentale à laquelle vous allez vous identifier avec votre conscience, avec votre esprit. En ayant l'impression que les choses sont exactement les mêmes, qu'elles ne changent pas, ou que vous allez monter dans la même voiture, etc., etc., alors que tout change à chaque instant. Et donc l'esprit est capable de connaître clairement tous ces instants de conscience. Et donc il y a une forme de libre arbitre dès qu'il y a justement cette conscience. S'il y a inconscience, il n'y a plus de libre arbitre. Donc ainsi, vous voyez le potentiel qui est entre vos mains, cet esprit qui peut vraiment s'adapter, se développer, éliminer des défauts, accroître des qualités. C'est vous qui décidez. Pour terminer, donc on va dédier cette énergie positive que l'on a créée ensemble en faisant cette pratique et en essayant de s'interroger, de comprendre le fonctionnement de l'esprit.
de dédier pour justement avoir plus de conscience, plus de présence, plus de capacité à maîtriser notre esprit pour amener plus de bonheur à nous-mêmes et aux autres. Et progresser ainsi sur notre voie spirituelle jusqu'à l'éveil. On essaie de ressentir cette dédicace qui vient clore notre méditation et notre motivation. Donc graduellement, vous reprenez conscience de là où vous êtes en ce moment, du lieu dans lequel nous sommes, de tout ce qui vous entoure, des objets, des personnes. Vous revenez à la réalité du moment. Et on se retrouve demain à 10 heures. Mais ce soir, donc, il y aura une pratique collective qu'on va faire, à laquelle vous êtes... à laquelle vous pouvez participer. Donc c'est la puja, la matchepa, donc le rituel de l'offrande au maître qui aura lieu ici à 20h, donc qui sera finalement on va laisser les choses. Prenez vos affaires quand même parce qu'il va y avoir du changement, des personnes qui vont peut-être prendre votre place pour cette pratique. Donc vous les livres dorés, vous n'avez qu'à les laisser, on va s'en occuper. Simplement, prenez vos affaires personnelles. Voilà. Donc, si vous ne comprenez rien à la pratique ce soir, ne vous en faites pas. Hein. C'est pas parce que vous êtes nul ou qu'il faut abandonner, qu'il ne faut plus revenir. C'est compliqué, c'est un rituel un peu tantrique, donc il y a pas mal de choses, de visualisation et tout ça. Si vous ne les connaissez pas, vous êtes là simplement, vous profitez de l'énergie du moment, du lieu, d'être avec un vrai maître spirituel, avec Geshe-la, et donc tous ensemble. Et, voilà. Mais c'est pas ce qui importe, juste vous pouvez méditer sur autre chose, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le texte. Voilà. Vous êtes juste votre présence, ça sera déjà très bien.